Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, dans le cadre du scrutin du 23 décembre 2018, les machines à voter continuent de faire polémique au sein de l'opposition. Les partis d'opposition appellent à une nouvelle marche ce vendredi 26 octobre à Kinshasa. Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il s'agit d'une norme créée par 24 pays africains. Réunis à Dakar jusqu'au 2 novembre, ils échangent sur les moyens de résoudre le défaut de transparence du secteur. Et puis le Rwanda souhaite étendre son réseau d'électricité à l'ensemble du territoire national d'ici 2024. Le pays a procédé à l'inauguration de 3 installations électriques d'une valeur de plus de 50 millions de dollars en l'espace d'un mois. Au Bénin, le bureau politique du Parti du Renouveau démocratique donne son feu vert au projet de fusion du Parti Arc-en-Ciel avec d'autres formations politiques. L'objectif est de constituer un grand parti d'envergure nationale. Seule recommandation du parti, le respect des dispositions des articles 85 des statuts et 10 du règlement intérieur du parti. Ces démarches recommandées par le bureau politique se tiendront le samedi 27 octobre. En République démocratique du Congo, les scrutins du 23 décembre auront bien lieu avec ou sans la machine à voter. L'opposition va tout de même manifester sans l'Union pour la démocratie et le progrès social contre la machine à voter ce vendredi 26 octobre. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Il n'y aura donc pas un énième dialogue pour une quelconque transition en République démocratique du Congo. Dans 60 jours, le pays va organiser les scrutins combinés, soit la présidentielle et les 2 législatives. Le Front commun pour le Congo, la plateforme mise en place par le président Joseph Kabila, réaffirme son engagement d'aller aux élections le 23 décembre. La position donc du Front commun pour le Congo aujourd'hui, c'est celle de pouvoir soutenir le processus électoral tel que conçu et mis en œuvre aujourd'hui par les institutions compétentes, en amont la CENI et en aval la Cour constitutionnelle. La machine à voter rejetée par l'opposition n'est plus un préalable pour le principal parti de l'opposition. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti d'Étienne Tshisekedi, aujourd'hui dirigé par Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle, avec ou sans cet outil, on doit aller aux élections. Refuser d'aller aux élections, c'est accorder un chèque en blanc à M. Corneille Nangaa, accorder un chèque en blanc à M. Joseph Kabila de s'éterniser au pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons dit nous allons partir aux élections avec ou sans machine à voter, puisque Chadari, dont venait d'évoquer, n'a pas un discours. Il va dire quoi? L'opposition et la majorité prévoient chacune la tenue des manifestations ce week-end à Kinshasa. L'opposition va manifester sans l'UDPS contre la machine à voter ce vendredi 26 octobre. Quant au FCC, il tiendra son premier meeting le samedi 27 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Un week-end mouvementé qui, aux yeux des observateurs, annonce les couleurs de la campagne électorale pour les scrutins du 23 décembre. Dans le cadre de la coopération et du partenariat économique entre l'Algérie et la Mauritanie, 9 accords de coopération ont été signés à Nouakchott ce 23 octobre. Ces accords concernent plusieurs secteurs, dont celui des transports, de l'industrie, de la santé, de la mécanique, de l'industrie alimentaire et autres domaines liés à la commercialisation, à l'environnement et aux communications. Ces 2 pays visent un partenariat structurel durable. Une vingtaine de pays africains se sont donné rendez-vous à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 2 novembre 2018. L'objectif, mettre en place une transparence dans les industries extractives, minières, pétrolières et gazières. Victoria City. Selon la Banque mondiale, l'Afrique concentre environ 30% des réserves minérales mondiales, sauf que les retombées restent en deçà des attentes des populations. Dans plusieurs pays, l'exploitation des gisements est parfois source de conflits. Des analystes déplorent que peu de chiffres sont livrés dans le domaine. Les États ont des difficultés à contrôler les multinationales elles-mêmes
et l'État n'est pas toujours disposé à rendre des comptes. Donc je vais vous donner un exemple du Botswana qui est relativement très bien placé, qui ont comme matière première le diamant, qui ont toute une structure de l'État très transparente, qui fait qu'ils ont une information précise à donner sur ce que font les multinationales, ce que fait l'État avec cet argent-là. En Afrique, les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives sont rarement ou pas dévoilés. Des experts notent un défaut de transparence quant à la signature de certains contrats et les scandales sont parfois difficiles à vivre par les communautés. Si la société civile africaine, si les États sont en phase, c'est-à-dire qu'il y a une démocratie qui fonctionne, des alternances politiques qui fonctionnent, si les constitutions ne sont pas modifiées de manière intempestive, alors vous avez par définition un niveau de transparence sur les opérations des mines et de l'industrie extractive en général très élevé. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a pour vocation de faire la lumière sur les revenus tirés par le secteur. En ce sens, une vingtaine de pays africains se sont donné rendez-vous à Dakar le 31 octobre 2018 en vue d'engager de nouvelles réflexions. Le gouvernement tunisien va procéder à la vente d'euro-obligations d'une valeur d'1 milliard de dollars. Il s'agit de la vente de titres de dette dans le but d'augmenter la capacité d'emprunt du pays. Cette vente intervient à la suite de l'accord trouvé entre la Tunisie et le FMI pour une 4e tranche de prêt. Ibrahima Djoumaba. Le gouvernement tunisien lancera cette semaine une émission d'euro-obligations d'une valeur d'1 milliard de dollars. Cette levée de fonds intervient dans un contexte où le déficit budgétaire s'est contracté fin juillet pour se situer à 2 milliards de dinars contre 3,2 milliards de dinars un an plus tôt. Aujourd'hui, de plus en plus de pays s'étendent vers cette forme de financement de leurs économies parce que c'est des financements un peu plus souples et moins contraignants que les financements bilatéraux qu'on a avec les partenaires techniques et financiers. Donc, c'est une bouée d'oxygène qui peut permettre au gouvernement de mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Conformément aux résultats enregistrés durant les 7 premiers mois de l'année 2018 sur les mesures d'austérité, le Fonds monétaire international versera à l'État tunisien 245 millions de dollars. Cette enveloppe représente la 4e tranche du crédit de 2,9 milliards de dollars accordé en 2016 à la Tunisie sur 4 ans. La Tunisie, c'est très fragile. On a vu qu'il y a des remous sociaux, il y a l'augmentation du prix du carburant. D'autres secteurs vont être probablement touchés. Donc le défi pour le gouvernement, c'est de contenir un peu ces revendications sociales ou cette colère sociale qui va en montant et de réussir à mettre en œuvre un programme politique qui permette de répondre aux aspirations des Tunisiens. Le gouvernement tunisien prévoit dans la loi de finances 2018 un déficit budgétaire de l'ordre de 5,2 milliards de dinars, soit 4,9% du PIB, alors que le Fonds monétaire international estime que celui-ci sera de 6% à la fin de l'année. À rappeler que l'endettement public de la Tunisie s'est situé à 69,9% du PIB en juillet 2018. Développement du réseau d'électricité au Rwanda. Le pays multiplie ses efforts pour passer de 47% à 100% d'ici 2024. Le Rwanda a reçu une aide de montant de 269 millions de dollars américains de la part de la Banque africaine de développement. Fraterne Dakaisanga. Le Rwanda intensifie ses efforts pour atteindre son objectif d'électrification complète d'ici 2024. En plus de la signature d'un accord de prêt de 269 millions de dollars américains avec la Banque africaine de développement le 16 octobre 2018, le pays a procédé à l'inauguration de 3 installations électriques d'une valeur de plus de 50 millions de dollars en l'espace d'1 mois. About 28% will be used 28% de cet argent seront utilisés pour améliorer l'approvisionnement électrique dans le pays, tandis que 64% seront utilisés pour augmenter l'accès électrique sur le réseau pour les foyers et les producteurs. L'accès hors réseau et le renforcement des capacités institutionnelles bénéficieront respectivement de 4 et de 3%. Le prêt concessionnel sera décaissé dans le cadre de la 2e phase du programme d'intensification de l'accès à l'électricité. Grâce à ce prêt, plus de 190 000 connexions en réseau seront effectuées en 3 ans.
Les activités économiques dans le pays nous poussent à faire vite pour l'électrification du pays. Pendant longtemps, nous avons eu des soucis, mais nous nous rattrapons maintenant. Plusieurs projets en cours devraient nous permettre d'atteindre notre objectif. Par exemple, la station à la frontière avec la Tanzanie qui sera opérationnelle d'ici février 2020. Dans son programme de transformation nationale, le gouvernement rwandais ambitionne d'atteindre 100% d'électrification nationale à l'horizon 2024. À 6 ans de l'échéance, le pays enregistre actuellement un taux de 46,4%. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.